Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour d'Espagne féminin. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Ça n'a pas été hyper spectaculaire. Et puis on parlera surtout des top flops. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, PS 2.0, TikTok, les shorts également. Juste après l'arrivée des grandes compétitions, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui parce que j'avais pas le classement qui arrivait assez rapidement. Ça a mis un petit temps, il y a au moins eu 20 minutes, 25 minutes où j'avais que les 4 premières du classement. Donc c'était pas forcément facile pour savoir, voilà, pour vous donner vraiment une légère analyse de la journée, parce que vous savez que sur TikTok et les shorts, c'est toujours une analyse légère. Bien entendu, on peut pas faire la même chose en 30 minutes qu'en 2 minutes. Hein. À un moment, on peut pas aller autant dans les détails. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur notification, plus la vidéo est mise en avant. Et puis plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes mis en avant également par YouTube. Donc ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vuelta, femme, étape 3, étape très calme. Hein, en termes de scénario, c'est-à-dire que on a eu une seule fille en échappée. Et puis derrière, rideau. Mais quand je dis rideau, c'est que, ouais, vraiment, ça a été rideau, quoi. C'est-à-dire que Benito, elle avait 6 minutes d'avance à 50 bornes de l'arrivée. Hein. Donc, c'était extrêmement calme. Et même pendant très longtemps, parce qu'à 25 km de l'arrivée, il y avait largement plus de 3 minutes en faveur de Benito. Donc, tout le monde se regardait un petit peu. Personne ne voulait vraiment mettre en route en premier. Et tout le monde attendait, en fait, la Visma the Bike avec Marianne Vos. Qui faisait figure de favorite aujourd'hui, vu les deux petites bosses dans le final. Ce qui fait qu'une fois que Visma Bike a mis en route, ça a été un petit peu plus facile. Mais on s'est regardé jusqu'à 20 km de l'arrivée, alors que le chat a décidé de rentrer dans la litière. Ça change. Et puis ensuite, on est revenu vite sur Benito. Et puis derrière, encore une grosse chute. Alors pour moi, la chute était dans les 3 derniers kilomètres. Mais au niveau de mon classement, il y a encore pas mal de filles qui ont du retard. Donc est-ce que je me serais trompé sur l'endroit où se situait la chute? Mais pour moi, la chute était dans les 3 derniers kilomètres. Non, voilà, ça s'est remis parce que par exemple, Evita Music, qui a peut-être été prise dans la chute, était classée à 2 minutes. Donc voilà, ça vient d'être modifié au niveau du classement à l'instant, mais c'est tombé assez tôt, assez haut quand même dans le peloton, donc ça a vraiment coupé le peloton en deux. On avait 25-30 filles devant et puis après derrière on était bien plus loin et on ne pouvait plus se jouer la gagne, donc ça a fait un sprint en petit comité. Et à ce petit jeu-là, Marianne Vos a été largement au-dessus, c'est-à-dire qu'elle met 3 vélos à Charlotte Cole en 200 mètres. Hein. Donc il n'y avait vraiment aucune opposition à Marianne Vos qui remporte donc sa 252e victoire en carrière. Ça, c'est quand même vraiment très très impressionnant du côté de la concurrente néerlandaise. Et oui, dommage encore cette chute parce que ça nous prive peut-être de certaines filles qui auraient pu avoir un rôle important en tant qu'équipière. Ça a désorganisé quelques équipes, mais voilà, on aurait pu avoir une course un peu plus intéressante. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler des coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, commence tout de suite avec Marianne Vos. Eh bien oui, 252e victoire en carrière pour Marianne Vos. C'est toujours aussi impressionnant. Et puis encore une fois, son début de saison en Marianne Vos, je dirais qu'elle a retrouvé vraiment les jambes qu'elle avait même avant 2022, hein, parce que même 2022, mais les jambes qu'elle avait notamment sur le Tour de France 2022, mais même sur des courses auparavant, dans les années précédentes, vraiment d'énormes capacités au sprint, parce que là, Charlotte Cole, elle n'existe pas dans ce sprint. Hein. Charlotte Cole, pourtant, elle fait pas vraiment d'erreur. Je pense même qu'elle est mieux placée que Marianne Vos n'est pas hyper bien placée,
pas super bien entourée du côté de la concurrente néerlandaise. Et là, au-dessus, Marianne Vos, mais vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une marge entre elle et Charlotte Cole. Voilà, encore une fois, tu as 2 vélos et demi, 3 vélos d'écart. Donc sur 200 mètres, c'est impressionnant. Alors l'écart de performance, il est impressionnant de la part de Marianne Vos. Et ouais, mais quand tu as déclenché son sprint, tu as une vraie sensation de puissance. Et sur les journées auparavant où la journée avait été assez calme, bah c'est sûr que dès qu'elle a mis en route, ça a été violent, Marianne Vos. Hein. Et puis c'était un parcours qui lui correspondait bien avec ces 2 petites bosses dans le final. Hein. J'en avais fait ma favorite hier. J'avais dit, Marianne Vos, aujourd'hui ça peut être intéressant. J'avais dit, est-ce que Charlotte Cole y arrivera à passer? Alors Charlotte Cole a passé les bosses, mais quand il faut déclencher le sprint, l'écart est là. Avec Marianne Vos. Donc 252e victoire. C'est la combienième sur une Vuelta dans ce format-là? Ça doit être la 3e, parce que l'année dernière, elle avait remporté le chrono par équipe, notamment, et 2 autres étapes. J'avais oublié l'étape de Guadalajara, la Rodée à Guadalajara, donc ça faisait 3, mais en individuel, ça fait 3 victoires, 4 si on compte également ce chrono par équipe. Et puis cette année, vainqueur de l'Amstel, vainqueur à travers la Flandre, du Etniusblatt. Enfin voilà, elle n'a pas raté grand-chose sur son début de saison. Pire résultat pour le moment, c'est 27e, c'était hier à Mokofar. On était un petit peu surpris par son sprint qui n'était pas vraiment réussi, donc un énorme début de saison. On parlait des Jeux Olympiques avec Dorian Godon la dernière fois, mais moi, Marianne Vos, je me dis que ça serait quand même bête du côté des Pays-Bas de ne pas l'utiliser pour les Jeux Olympiques. Après, il faudra voir, parce que le problème des Pays-Bas chez les filles, c'est d'avoir énormément de leaders. Et on se souvient qu'en 2021, ça avait été un problème. Elles étaient passées à côté de leur course parce qu'il n'y avait que des leaders. Donc là, on va peut-être pas faire la même erreur du côté de Marianne Vos et du côté surtout des Pays-Bas. Donc on verra si on prendra Marianne Vos. Mais pour moi, c'est une fille qui en ce moment a les capacités pour faire des bons résultats. Et quand on voit sa victoire sur l'Amstel, quand on voit ce qu'elle a fait aussi sur Liège, parce qu'elle n'est pas dégueulasse, sur Liège, elle fait 7e. Tu te dis oui, il faut faire attention à elle, parce que sur un parcours olympique qui va pas être évident, elle peut totalement jouer sa carte. Je pense qu'elle a vraiment des possibilités pour faire du très très bon travail. On poursuit comme le chat avec Lily Williams. Moi j'ai bien aimé ce qu'a fait la Human Powered Earth aujourd'hui dans le final. C'était vraiment bien en place. Notamment à 3-4 km de l'arrivée, vraiment les filles étaient plutôt bien placées. Après il y a un moment elles sont sur le côté gauche de la route, et côté droite ça roulait plus fort, et à un moment il y a une équipière qui prend pas le relais suffisamment rapidement, donc elles perdent une bonne quinzaine de places à ce moment là. Mais je trouve qu'elles ont plutôt été bien présentes collectivement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes où collectivement il n'y avait pas grand monde. Et là, du côté de Human Powered Earth, il y avait beaucoup de monde dans le final, avec une belle victoire une belle 5e place de Lily Williams, la américaine, qui a fait elle aussi un bon début de saison. Lily Williams, 3e de Nokere, 7e du Omloop van Borzele, c'était mi-avril. Et puis elle était présente aussi sur la dernière étape de la semaine internationale, Valenciennes. Donc ouais, des bons résultats, belle 5e place aujourd'hui. Il lui manque que la victoire sur ce début de saison. C'est une fille qui n'a gagné que 2 courses dans sa carrière, une étape du Joe Martins Stage Race et la classique Winston-Salem Cycling Classic. Donc c'était au tout début de sa carrière du côté des États-Unis. Donc ça fait depuis qu'elle est chez Rally et qu'elle n'a pas remporté, Rally Human Powered Earth, parce que c'est la même équipe, c'est juste le sponsor qui avait changé, qu'elle n'a pas réussi à remporter de course. Mais à 29 ans, elle retrouve des sensations parce que sa saison 2024 est aussi réussie en termes de nombre de points pour Cyclistat que son année 2023. Donc ça, c'est plutôt très rassurant. Et puis déjà on l'avait vu à Nokere, c'était un bon résultat. Là ça poursuit pour Lily Williams. Donc c'est bien pour une fille qui est la fille de Sarah Doctor.
qui avait participé au championnat du monde en 79 et en 80. À l'époque, le parcours faisait 53 km autour de Salanches. Et c'était une américaine qui s'était imposée cette année-là, c'était Beth Hayden, qui avait remporté la course. Gianni Longo avait fait 10e. C'était déjà là, Gianni Longo. Puis en 79, c'était aux Pays-Bas, 64 km autour de Valkenburg. C'était Petra de Bruin qui s'était imposée. Gianni Longo, cette année-là, avait fait 8e. Parce que Gianni Longo a dû commencer en... Voilà, c'était sa première année, 79. Enfin, première année au championnat du monde. Je ne sais même pas si je peux y accéder sur ses résultats en 79. Je pense que j'aurais que le championnat du monde. Et championnat de France qu'elle avait remporté cette année-là. Voilà, championnat du monde qui était en août à l'époque. Et oui, il y avait seulement 64 km chez les filles. C'était encore les débuts voilà, des championnats du monde. Quand on regarde dans les années 60, il y avait 50 km. Je pense qu'il faut attendre vraiment les années 90. Ouais, Oslo, 92 km chez les filles. Donc on voit que c'est... en 86, quand Gianni Longo est championne du monde, il n'y a que 60 km de course. Donc, voilà, il a fallu un petit temps. Catherine Marsal, quand elle est championne du monde, c'est 72 km. Donc vraiment, il a fallu attendre un petit temps pour que les parcours s'agrandissent. Et en 2000, c'était 127 km. Donc voilà, d'un coup, on avait vraiment eu un gap qui était assez important sur les championnats du monde. Et quand Marianne Vos s'impose à Salzbourg, eh bien, les championnats du monde, c'est 132 km. Ce qui est à peu près l'étape d'aujourd'hui. Et oui, donc c'est là on voit que le cyclisme féminin, il y a quand même eu des progrès, mais il faut encore en faire plus du côté du cyclisme féminin. Que je retrouve, hop, voilà. J'étais sur Gianni Longo. Voilà, Lily Williams, donc bon résultat aujourd'hui pour Human Powered Earth. Et puis ça fait du bien pour cette formation, voilà, qui a tout misé sur le cyclisme féminin, parce que ça aussi c'est un peu une première. C'est une équipe voilà, qui a décidé d'arrêter le cyclisme masculin pour se concentrer sur le cyclisme féminin. Une victoire cette année à la Ronde de Moucron pour cette formation. Puis on a vu Pikulik, Lily Williams. Plus compliqué par contre pour Audrey Cordon, qui cette saison est un petit peu plus discrète, mais elle a eu des résultats aux Pays-Bas, notamment 4e du Omloop van Borzel, 4e du contre-la-montre la veille. Voilà, elle avait eu un début de saison un petit peu plus discret, 13e de Nocquereux. Là, comme meilleur résultat jusqu'à maintenant. Et le 4 mai, donc c'est-à-dire en fin de semaine, là, elle sera sur le Grand Prix EcoStruck du côté de la Belgique, voilà, du côté de son programme pour Audrey Cordorago qui ferait peut-être sa dernière année chez les professionnels. On sait que ça serait peut-être sa dernière saison. Rien n'a encore été complètement dit pour Audrey Cordorago. Et puis je termine avec Mireia Benito. Faut être courageuse. Je dis aussi du côté des garçons, mais bon, partir voilà, dans une échappée comme celle-là, aujourd'hui, sur une journée assez plate quand même, seule, c'est dur. C'est dur, elle n'a pas démérité, elle ne s'est pas relâchée. 108 km, voilà, où elle a roulé, mais voilà, elle était seule, bon bah tant pis, c'est comme ça, je fais quand même l'effort pour rester en tête de peloton. Et bon, donc je voulais saluer la performance de Mireia Benito, qui a 27 ans, qui est né le 30 décembre 96, vainqueur d'une course en gravel cette année en Espagne. C'était au mois de février, 15e du Trofeo Palma féminin. Elle a assez peu couru sur la route depuis le début de saison, seulement 9 jours de course du côté de AJ Insurance. Et puis elle a fait le titre de championne d'Espagne du contre-la-montre l'année dernière. C'est une fille qui a encore assez peu de références. Voilà, à part ses bons titres de championne d'Espagne du contre-la-montre, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément énormément de références à son palmarès. Elle a été pendant 4 ans dans une équipe espagnole Massi Tactique, où il n'y avait pas forcément des grands moyens également, une équipe continentale. C'est vrai que maintenant qu'elle est chez Jane Chance, les moyens sont
soit un petit peu plus important. Malgré tout, les résultats ne sont pas encore suffisamment bons pour elle. Donc il va falloir voilà, réussir à trouver des résultats pour Mireia Benito dans les années, dans les mois à venir, parce qu'elle est en fin de contrat aussi. Et bon, Patoche le fait vert. C'est pas le manager le plus sympathique, donc chez Gen Assurance, on voudra des résultats du côté de Mireia Benito, la concurrente espagnole. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour, les filles qui ont parfois connu une mauvaise journée. C'est le cas de Thalita de Jong. C'est dommage pour Thalita de Jong parce qu'elle était sur un gros début de saison. Depuis le début de l'année, depuis qu'elle a rejoint l'Auto Destiny, elle était vraiment sur un gros tempo. C'est une fille qui l'année dernière était en World Tour, qui n'avait pas forcément eu des grands résultats depuis quelques années, il faut bien le dire. Et son année 2024, c'est quasiment la meilleure de sa carrière, avec notamment deuxième du Altes GP Oettingen, vainqueur du classement de meilleure sprinteuse, enfin du maillot vert du Tour de Normandie, 8e de Gand, 12e à travers la Flandre, 15e du Tour des Flandres, 8e du Samin des Dames, 5e du Omloop à Nieuwsblad, a été dans le groupe des leaders. Donc c'est plutôt intéressant du côté de Thalita de Jong. Et puis aujourd'hui, grosse chute pour Thalita de Jong dans le final, hein, cette fameuse chute à 2 km 700 de l'arrivée sur un faux plat montant. Et elle a mis beaucoup de temps à repartir, elle a mis 5 minutes 20 pour repartir, ce qui est beaucoup dans le genre de situation, et surtout elle boitait bas vraiment quand elle a repris son vélo, donc je suis assez inquiet sur sa capacité à pouvoir repartir demain, ce qui serait dommage parce que c'est une fille qui a quand même une grosse pointe de vitesse, qui ne l'a pas forcément montré sur ces 2 premières étapes plutôt typées sprinteuses à Moncoffar et Teruel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle avait quand même des belles possibilités sur cette étape. Et puis bon, cette chute a vraiment annihilé ses chances. Donc dommage du côté de Thalita de Jong, parce qu'après un grand début de saison, et ben là ça met un petit coup d'arrêt cette chute, et j'espère qu'elle arrivera à se relancer. Elle qui fera également le Tour de France. Normalement avec Swift, c'est encore dans 3 mois le Tour de France, parce que ça sera au mois d'août, donc voilà, dans 3 mois pour le Tour de France Femmes. Je rappelle, ça sera quasiment pendant la Vuelta Homme. Les 2 courses seront en même temps, notamment dans le dernier week-end de compétition. Normalement, les dates seront similaires. Je sais pas pourquoi ça m'a mis un autre truc à l'écran. Mais voilà, il y aura ça à prendre en compte du côté du programme de vidéo qui sera assez corsé dans le mois d'août, après les Jeux Olympiques qui vont être nerveux également. Deuxième fille flop, Anna Kiesenhofer. On parle souvent de titres. Moi, on me dit souvent Pedersen, son titre de champion du monde, il était peut-être pas forcément. Quand il a eu son titre de champion du monde, c'était peut-être un titre presque volé. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, un titre un peu de surprise générale. Il avait eu du mal à encaisser. Kiesenhofer, son titre olympique, c'est surprise générale, dû aussi aux circonstances de course. C'était la première fois qu'on n'avait que 4 filles au départ par nation. C'est ce qu'on aura chez les garçons aux Jeux Olympiques en France. Donc, ce qui fait que les Néerlandaises avaient eu beaucoup de mal à mettre en place une course d'équipe. Ça avait été même très très compliqué. Je me souviens que elles étaient passées complètement à cloter entre Van Vleuten, Marianne Vos aussi. Il y avait eu pas mal d'attaques dans le final. Je me souviens d'attaques de Juliette Labousse notamment, qui avait tenté des choses du côté du mont Fuji. Et puis Kiesenhofer, elle était partie en échappée. Et puis elle a fait 40 km en solo. Et puis voilà, elle avait résisté jusqu'au bout. Anna Kiesenhofer dans cette journée de course. Mais quand on regarde en réalité, c'est vrai que nous, il n'y avait que Juliette Labouche, je crois, du côté des filles. Je crois qu'on était venus, je crois qu'il n'y avait même pas Audrey Cordon-Rago du côté de la France. C'était vraiment particulier comme format. Il n'y avait que Juliette Labousse
qui était venu au départ de cette épreuve. Ce qui fait que ça avait rendu cette course assez surprenante. L'échappée avait pris pas mal d'avance, puis on n'avait jamais réussi à revenir sur l'échappée de Kiesenhofer. Mais si on regarde depuis son titre de championne olympique, Kiesenhofer, tu aurais pu se dire ça va lancer sa carrière. Surtout que quand on voit derrière ses résultats, notamment sur le chrono, c'est pas mal. Tu vois, elle fait 2e du chrono des nations cette année-là, 7e des championnats d'Europe. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose. Et puis bon, en 2022, déjà elle fait assez peu de jours de course parce qu'elle n'était toujours pas dans une équipe professionnelle. Il faut le dire, elle avait fait une saison chez Lotto et puis ensuite, ça n'avait pas marché chez Lotto, elle avait quitté le monde professionnel et elle avait rejoint une équipe qui était la Soltec en cours de saison 2022 où elle avait fait que le Tour d'Espagne avec la Soltec. Kiesenhofer, elle est même pas marquée. Ah si, elle est marquée, voilà, elle avait couru 4 jours avec à l'époque le challenge de la Vuelta qui était en septembre. Et puis l'année dernière, elle a rejoint Roland au mois de janvier. Les résultats étaient pas bien meilleurs. Il y a le titre de championne d'Autriche du chrono et puis il y a un peu quasiment que ça, quoi. C'est-à-dire que sur le reste, c'est compliqué. Puis le chrono des nations, mais chez les filles, le chrono des nations, elle s'était imposée quand même devant Schoenberger et Komalenko. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fille qui a beaucoup de mal pour obtenir des résultats. C'est juste, c'est très juste, trop juste pour elle. Donc je pense qu'après, l'année prochaine, une fois qu'elle aura rendu son tablier de championne olympique en titre, j'espère que ça soit un petit peu compliqué pour Anna Kiesenhofer pour rester dans le monde du World Tour. Il y aura peut-être des projets en continental, mais en World Tour, ça me semble compliqué de résister. Et puis je termine avec Misha Bredewold. Je n'ai pas trop compris la stratégie de la XD Works aujourd'hui. Alors, je pense qu'il fallait protéger Blanca Vas. Mais je me disais, aujourd'hui, c'est vrai que Misha Bredewold, c'est une arrivée en boss. Ça pouvait lui convenir, la championne d'Europe. Mais elle ne prend que la 9e place, Misha Bredewold. Mais en sachant qu'elle a quand même bouffé pas mal de vent sur cette étape, notamment dans le final. Donc je ne sais pas si on jouait vraiment que sur Blanca Vas. Et on s'est dit, le reste, on mise pas trop là-dessus. On essaie juste de garder le maillot rouge pour Blanca Vas. On joue peut-être le sprint pour Blanca Vas. Dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Et ce qui fait que Blanca Vas n'a plus qu'une seconde d'avance sur Marianne Vos du côté du classement général. Soit on a tenté autre chose, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, autour de la SD Works. Moi, je pense qu'on misait sur un sprint de Misha Bredewold, qui fait que 9e. Misha Bredewold a aussi, depuis son titre de championne d'Europe, qui avait été un titre très costaud. Elle était partie de loin. Elle avait vraiment su faire la différence sur ces championnats d'Europe. Elle avait vraiment fait une très grande course, surtout derrière, ça avait bien contrôlé du côté des Pays-Bas. Mais depuis, je trouve que les résultats sont pas exceptionnels. Elle avait remporté également la classique Lorient, la Bretagne classique, le Grand Prix de Flouet, je ne sais plus comment on doit l'appeler. En termes de résultats, elle avait remporté 2 étapes sur le Tour international de Thuringe et la Volta Limbourg classique aussi, Misha Bredewold. Donc ça avait été une belle saison pour elle en termes de résultats et de victoires. Mais là, sur ce début d'année 2024, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, pour la néerlandaise. Une seule 2e place. C'était du côté du Umloed van het Hageland. Et sinon, on est souvent en dehors du top 10. Alors même si elle a eu un rôle d'équipière, je trouve quand même qu'on est en deçà des résultats de 2023 à ce moment-là de l'année. Donc ça serait bien de mettre un petit coup d'accélérateur pour la fille qui a commencé chez Park Hotel. Misha Bredewold, mais là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué depuis le début de saison, et même en tant qu'équipière je trouve qu'on la voit pas tant que ça, on voit pas trop son maillot de championne d'Europe, c'est ça qui est un peu dommageable du côté de Misha Bredewold. Allez, on regarde tout de suite le parcours de demain.
Le parcours de l'étape de demain, alors demain ça va être en plus particulier pour suivre cette course, parce que ça sera en même temps que Eschborn-Francfort, même si je pense que par rapport aux horaires indiqués, c'est-à-dire qu'on nous met une arrivée à 17h15, donc quasiment à la même heure que Eschborn-Francfort, mais je pense que ça va aller un peu plus vite que les horaires qui sont indiqués, parce que oui, on partira de Molina de Aragon pour aller à Saragosse, et entre les deux, on est plutôt sur une route en descente. On part de 1000 mètres d'altitude pour arriver à seulement 206 mètres du côté de Saragossa. Alors c'est pas de la descente très intense, ça va être un long faux plat descendant pendant cette journée, mais il n'y aura pas beaucoup de dénivelé positif. Je pense qu'on doit être à 200 mètres grand maximum de dénivelé positif sur cette journée, donc ça va être très calme, et donc je pense qu'on aura du mal à éviter un sprint sur cette journée. Donc encore une fois, Marianne Vos, peut-être avec une Charlotte Kohl qui sera quand même plus proche par rapport à l'étape d'aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!